Bonjour, bienvenue pour ce nouveau dimanche en politique. Merci d'assister à cette émission hebdomadaire sur France 3 Pays de la Loire. Mon invité aujourd'hui gravite dans le monde politique depuis des années, au niveau local et au niveau national, dans les hautes sphères de l'État. Il a été l'un des plus proches collaborateurs dans les ministères, puis à l'Élysée de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui vice-président du Conseil régional et maire de La Baule, il reste un incontournable observateur et acteur de la vie politique de son parti, les Républicains, dont il est le président en Loire-Atlantique. Mon invité ce matin, c'est Franck Louvrier. Bonjour Franck Louvrier. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau de dimanche en politique. Nous sommes donc le 28 novembre. Vous êtes à 6 jours désormais de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets votre délivrance, la désignation enfin de votre candidat ou candidate pour l'élection présidentielle. Nous en parlerons très largement dans la deuxième partie de notre émission. Mais d'abord, on va s'intéresser à notre actualité dans la région des Pays de la Loire. Je rappelle que vous êtes le deuxième vice-président du Conseil régional en charge, je prends mon souffle, des entreprises, du développement international, du numérique, de la croissance verte, de l'innovation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et du tourisme. Vous venez d'ailleurs d'être réélu il y a quelques jours président du comité régional du tourisme. On va commencer par ce secteur qui pèse très lourd dans notre région. Est-ce qu'il s'est remis par rapport à ce qu'on a pu connaître en chiffres pour l'été et même pour les vacances de la Toussaint? Est-ce qu'il s'est remis de la crise Covid? Oui, il s'est remis tout doucement de la crise Covid, avec bien sûr des difficultés autres avec cette reprise. D'abord, on a été, je dirais, un peu protégé ici, parce que à chaque fois que le calendrier de confinement est arrivé, ça a été plutôt sur les saisons, je dirais, d'hiver et pas sur les saisons d'été. Donc, notre tourisme a pu quand même s'exercer pendant les saisons d'été, ce qui est important ici, étant donné que sur la région des Pays de la Loire, vous avez 2 départements littoraux, que sont la Vendée et la Loire-Atlantique, et qui sont très impactés, bien évidemment, par les vacances d'été. Et puis, je pense aussi, c'est qu'il a réussi à s'adapter assez facilement aux difficultés. Et puis, il y a eu un élément majeur, c'est qu'il y a eu des vacances bleu-blanc-rouge. C'est-à-dire que les Français sont venus plus fortement dans nos territoires, parce qu'ils ont fait le choix plutôt du territoire national que des pays étrangers. Et donc, de ce fait-là, ça nous a permis d'être soutenus dans une économie qui redémarre et qui a redémarré assez fortement. Est-ce que ça veut dire que la fréquentation, elle est restée stable, voire qu'elle a augmenté l'été dernier? Elle a même augmenté l'été dernier sur certains secteurs, notamment sur des secteurs littoraux. Alors, il faut aussi prendre en compte le fait que l'État a été très présent financièrement. Je pense notamment à tous les prêts et au PGE et autres. La région a été très présente aussi avec le Fonds Résilience, qu'il a mis en place avec les collectivités locales et les départements, mais aussi ce qu'on appelle les EPCI, c'est-à-dire les intercommunalités. Donc il y a eu beaucoup de moyens mis en œuvre pour essayer de protéger en fin de compte l'ensemble des entreprises. Parce que c'est un secteur, quand je dis qu'il pèse lourd, c'est pas un vain mot, c'est le deuxième emploi économique de notre région, 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Exactement, après l'agroalimentaire. On est à peu près, je dirais, dans des produits intérieurs bruts à peu près similaires. Et donc de ce fait-là, c'est très important pour nous, parce qu'il y a le tourisme littoral, mais vous avez aussi le tourisme rétro-littoral, vous avez aussi tout le long de la Loire. On a une politique en la matière qui est sur 5 départements et pas uniquement sur les départements littoraux, ce qui est essentiel. Et donc, il a fallu repartir et on a eu la chance de ces vacances bleu-blanc-rouge. Maintenant, il y a d'autres difficultés. D'abord, la première difficulté, c'est le mur de dette. Parce qu'il y a beaucoup de prêts et il faut, à un moment donné, rembourser ses dettes. Et là, on va essayer de mettre des dispositifs. Est-ce que ça inquiète les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie, chez vous, à La Baule ou même au-delà? Ça inquiète les professionnels parce qu'il y en a certains qui se sont endettés. Et il va falloir les aider, les accompagner et continuer à les accompagner. Il n'est pas question de les laisser tomber maintenant que la croissance repartir. Par exemple, on va mettre un dispositif en place pour à la fois les aider dans la capitalisation de leurs entreprises. On va mettre un dispositif en place qui va être plus ciblé sur les entreprises de moins de 50 salariés. Quand vous dites on, c'est la région. La région, oui, bien sûr. Et donc, de ce fait-là, ça va être des dispositifs qui vont permettre dans le temps pouvoir accompagner. De lisser en fait la dette? Oui, lisser la dette et puis surtout d'accompagner en cas de difficultés financières fortes. Et puis, on a le problème du personnel. Alors, j'allais y venir, puisque ça, il ne concerne pas que le tourisme. Bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes aussi, je le rappelle, président de la commission entreprise. Et donc, vous savez bien les difficultés auxquelles elles sont confrontées, même si ça redémarre très, très fort en termes économiques dans notre région. Le problème majeur, vous le dites, effectivement, c'est le recrutement. 45 000 emplois non pourvus en Pays de la Loire à la date où on se parle, avec un taux de chômage
qui est le deuxième le plus faible de France, 6,7% au deuxième trimestre derrière la Bretagne, avec des bassins d'emploi. Je pense à Cholet, à Ancenis, aux Herbiers, où on est entre 4 et 5%. Est-ce que quelque part, le problème, ce n'est pas qu'on est au plein emploi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de personnes à recruter? Alors, à la fois, c'est une bonne nouvelle dans la Absolument. mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'on a des secteurs géographiques, vous citiez la Vendée, mais aussi la Mayenne, qui sont des secteurs dans lesquels l'emploi est très fort. Et donc, de ce fait-là, toutes les entreprises sont en recherche d'emploi. Il y a des secteurs qui ont été encore plus touchés que d'autres parce que le personnel les a quittés. Pendant la crise, je pense notamment à l'hôtellerie et la restauration, où il y a des dizaines de milliers d'emplois qui ont quitté ces professions, qui sont parfois difficiles, pour aller vers d'autres milieux. Et donc, on est vraiment là dans une difficulté qu'il faut aborder avec pragmatisme. Et avec la présidente de la région, Christelle Morancet, on a mis en place des dispositifs qui vont être des dispositifs opérationnels rapidement, puis d'autres qui vont être sur le temps. Par exemple, une plateforme qui va recruter toutes les offres d'emploi. Par exemple, une plateforme qui va pouvoir réunir l'ensemble des offres d'emploi. Parce Ce sera vraiment au début de l'année 2022, voilà. Sauf que c'est bien beau de proposer des offres d'emploi, mais s'il n'y a personne en face. Non, mais déjà, il faut organiser les choses pour que ça se passe bien et que le contact se fasse. Vous savez, c'est toujours la difficulté. Malheureusement, aujourd'hui, Pôle emploi n'est pas régionalisé. Ça aurait été une bonne décision du gouvernement de donner à la région des Pays de la Loire, comme elle est en charge notamment du développement économique, le Pôle emploi, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va aussi essayer de mettre en place des villages de l'emploi. Ça, c'est vraiment aussi un souhait de la présidente de région, de vouloir être présent sur tous les territoires, tous les bassins d'emploi. Pas uniquement des villages de l'emploi à Nantes, à Laval. C'est-à-dire avoir un guichet où on sait où s'adresser pour avoir les infos. Comme un peu le succès de l'Orientibus, dont on a mis en place les véhicules depuis quelques temps, c'est-à-dire être au plus près des demandeurs d'emploi et être au plus près du terrain. Et puis, on aura aussi un dispositif de parcours emploi tutorat, c'est-à-dire pousser au tutorat. C'est très important. Vous savez, en fin de compte, apprendre un métier, c'est la transmission. Et la transmission, il faut donner envie. Et il faut donner envie, il faut s'aventurer dans des domaines que l'on ne connaît pas. C'est la semaine de l'industrie, c'est le dernier jour de la semaine de l'industrie. Je pensais à ça l'autre jour, mais l'industrie n'est plus l'image qu'on a pu en avoir que lorsqu'on lisait Zola ou lorsqu'on découvrait ça au 19e siècle. L'industrie aujourd'hui, elle est technologique, elle est numérique, elle est hyper connectée. Donc il faut la faire connaître et donner envie d'y aller. Et donc là, on a vraiment besoin d'avoir des expériences, d'avoir un parcours expérientiel, comme on dit en général. Mais voilà, donc c'est important. Et puis, on va avoir besoin aussi de relancer les investissements, et notamment, je pense, dans certains secteurs, parce que vous avez ces dynamiques qui ne sont pas toujours égalitaires au niveau du redémarrage. Donc vous nous dites, ça peut s'améliorer, il y aura des emplois pourvus et vous vous adressez notamment aux chefs d'entreprise avec ce message. Ces chefs d'entreprise que vous allez d'ailleurs pouvoir conseiller, vous directement, Franck Louvrier, puisque vous avez rejoint un cabinet de conseil aux dirigeants d'une société américaine qui s'appelle Teneo. Vous y êtes senior advisor. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts entre ce travail et votre mandat en charge des entreprises? Je rappelle que vous avez quitté votre poste l'année dernière à la métropole de Nice-Côte d'Azur, juste après votre élection à la mairie de La Baule. Ce qui n'était pas justifiable il y a un an le devient aujourd'hui? Non, d'abord, ce n'est pas du tout le même secteur. C'est un secteur privé, ce n'est pas un secteur public. Et puis, autre chose, je pense que dans la vie, il faut être assez indépendant de la vie politique. Moi, j'ai toujours fait le choix de garder mon métier, de conserver mon métier. Mon métier, c'est le conseil en communication. Et donc, j'ai toujours souhaité continuer à exercer mon métier. Vous savez, quand vous êtes élu, vous êtes locataire d'un succès, et le succès peut être éphémère. Et quand vous avez une famille, vous avez besoin aussi de continuer à travailler et avoir votre emploi. Donc pour vous, c'est très sain. Et donc, je pense que c'est très important d'avoir cet équilibre-là dans la vie entre un exercice qui est un exercice professionnel, qui est celui de votre métier, et puis celui d'élu, qui est de servir les autres. Vous allez avoir un sacré emploi du plan. Mais vous savez, vice-président du conseil régional, maire de La Baule, président de la fédération des LR en Loire-Atlantique, on va en parler, et senior advisor dans une entreprise qui n'est pas n'importe laquelle. Vous savez, j'ai toujours eu des semaines assez chargées. Quand j'étais à l'Élysée, j'étais aussi responsable de la communication de l'Élysée et j'avais des mandats. Donc j'ai toujours assumé. C'est vrai que mes journées font parfois plus que 7 jours en fin de compte en réalité. Un mot par rapport à votre mandat de maire de La Baule. Vous nous confirmez qu'il y aura bien un centre de vaccination qui va rouvrir chez vous à La Baule pour cette 3e dose? Oui, on a pris la décision il y a quelques jours avec l'ARS de remettre un centre de vaccination pour la simple et bonne raison, c'est que c'est une urgence
sanitaire. Et il faut y répondre, même si la compétence santé ne fait pas partie des compétences municipales. Mais c'est vrai que le centre de vaccination que nous avions mis en place a rencontré un succès indéniable, malheureusement. On a fait plus de 100 000 injections, ça s'est très bien déroulé. Et je remercie vraiment tous les bénévoles et professionnels de santé qui se sont occupés de ce centre de vaccination. Donc on va en rouvrir un autre, un peu plus petit. Pareil au complexe sportif Jean Gaillardon. Oui, mais dans une salle à côté, annexe, pour permettre de répondre à cette 3e injection. Et ce sera quand ? Qui est important, je pense, dans une dizaine de jours. Dans une dizaine de jours, on sera opérationnel. J'attends quand même que l'État veuille bien nous rembourser les frais que nous avons avancés pour la commune. C'est près de 450 000 € que le premier centre de vaccination nous a coûté. Et aujourd'hui, ce sont les Baulois qui ont payé, et alors que ça a rayonné sur toute la presqu'île de Guérande, parce qu'on a servi l'ensemble des 15 communes de l'intercommunalité. Donc vraiment là-dessus, je tiens à ce que l'État tienne ses engagements, justement. Mais au-delà de ça, je pense qu'à partir du moment où il y a une urgence, c'est normal que les maires, et en l'occurrence moi-même, prennent la responsabilité de rouvrir un centre en espérant qu'on pourra le fermer assez rapidement. Donc dans une dizaine de jours, vous nous dites. Vous êtes donc conseiller régional, maire de La Baule, mais vous avez aussi une autre casquette politique qui va nous intéresser à présent. C'est président de la Fédération des Républicains en Loire-Atlantique. Franck Louvrier, je suis sûre que vous êtes pressé d'être dans une semaine, dans 6 jours même très exactement, quand votre congrès sera enfin terminé et que vous qu'on connaîtra votre candidat ou votre candidate à l'élection présidentielle. Pressé, non. Vous savez, le timing est celui qu'on a toujours vécu lors d'une campagne présidentielle. En général, le candidat de votre famille politique, il est désigné entre la fin de l'année, ce qui sera le cas pour nous, ou le début de l'année. En janvier au plus tard. Donc voilà, on est exactement dans le temps imparti. Maintenant, c'est vrai que c'est une élection interne. Moi, je n'avais pas souhaité de primaire parce que j'estimais que c'était complètement antinomique avec le fonctionnement de la Ve République, qui veut que ce soit un candidat ou une candidate qui rencontre les Français, que ce ne soit pas les partis qui le désignent. Mais c'est normal que le parti, par contre, désigne en son sein son candidat, et donc en l'occurrence c'est un exercice qui était un exercice important et qui a permis d'avoir beaucoup d'adhésion, parce que nous sommes la 13e fédération de France, et c'est assez impressionnant. Effectivement, et ces candidats, ils se sont affrontés au cours de débats, ils sont 5, et qui ont donc obtenu les 250 parrainages des élus les Républicains nécessaires. Qui les soutient ? Eh bien, vous allez voir que ça n'est pas toujours facile à savoir. La plupart des grands élus ont fait, vœu de silence ou de neutralité. Qui soutient qui ? Regardez ce résumé, le montage est signé Gwenaëlle Amon. Dans les débats télévisés, ils sont au second plan. Ces élus, connus du grand public ou pas, qui affichent leur soutien à l'une ou l'autre candidat avant le congrès des Républicains. Parmi eux ou elle, Laurence Garnier. La sénatrice de Loire-Atlantique était placée juste derrière Valérie Pécresse lors du débat sur CNews. Une femme qui soutient une femme. L'essentiel n'est pas là, affirme-t-elle. Les idées de la présidente d'Île-de-France et sa stature ont emporté son choix. Valérie Pécresse, c'est celle qui, à mon sens, a le projet le plus travaillé et le plus abouti. Elle fait des propositions sur la famille, elle fait des propositions sur le handicap, elle fait des propositions sur l'écologie, à chaque fois très précises, chiffrées. Et voilà, je crois qu'on a besoin de ce sérieux, cette compétence-là, pouvoir dire, proposer aujourd'hui pour faire demain. Le sénateur mayennais Guillaume Chevrolier soutient également Valérie Pécresse, qui a de nombreux relais dans une ville des Pays de la Loire où elle possède une résidence secondaire, La Baule. Comme tous les autres candidats au congrès des Républicains, elle y est venue une fois. Michel Barnier lui a fait mieux. Il s'y est déplacé à 2 reprises pendant la campagne pour rencontrer les militants et rendre un hommage appuyé au maire Franck Louvrier. Moi, j'essaie d'aller dans le maximum de fédérations, à la rencontre des militants, des adhérents. Et à Nantes, c'était normal que je marque une étape. J'étais déjà allé à La Baule, avec le maire de La Baule, il y a quelques semaines. Et c'est quelqu'un qui a une vraie expérience. Et je suis assez sensible au fait que quelqu'un qui a une expérience à Paris, au plus près du pouvoir, revienne sur terre, les pieds sur terre, avec des racines. Et c'est un bel exemple. Michel Barnier, lui, ne se rêve pas en élu local, mais en président de la République. Sa fidélité au parti, son sérieux semble séduire en Pays de la Loire. L'ex-commissaire européen y est soutenu notamment par Catherine Deroche et Stéphane Piednoir, 2 sénateurs du Maine-et-Loire. Aucun ralliement officiel d'élus de la région, en revanche, pour Éric Ciotti ou Philippe Juvin. Reste le favori des sondages, Xavier Bertrand. Joël Guerriau, sénateur de Loire-Atlantique, appelle à voter pour lui, tout comme Jean-Carl Grelier. Le député de la Sarthe fait partie de l'équipe de campagne rapprochée de Xavier Bertrand et il voit déjà au-delà du Congrès des Républicains.
Xavier Bertrand était au mois de juin entre 13 et 14%. Il est aujourd'hui entre 13 et 14%. Ça veut dire que la candidature de Valérie Pécresse dans le courant du mois de juillet n'a pas eu d'impact. Ça veut dire également que la poussée d'Éric Zemmour dans les sondages aujourd'hui n'a pas eu d'impact sur le socle électoral qui est celui de Xavier Bertrand. Un socle électoral qui ne demande qu'à croître, qui ne demande qu'à se multiplier. Et je suis certain qu'à partir du moment où le Congrès l'aura désigné en qualité de président de notre famille politique, vous verrez qu'il flirtera rapidement avec les 20 points et qu'on aura tous la certitude qu'il sera au second tour. Et puis il y a tous ces autres élus, majorité silencieuse, qui refusent de prendre parti. Bruno Retailleau, qui a renoncé à en être, s'abstient de tout soutien officiel au Congrès. Même choix pour Christelle Morancet, la présidente de région, qui a choisi d'être neutre. Elle est pourtant vice-présidente nationale du Parti Les Républicains. Il vaudra que tous, Franck Louvrier et plus encore Michel Barnier. Il est venu, on l'a entendu, 2 fois à la Baule. Il salue votre ancrage territorial. Enfin, on est même là carrément dans la flatterie de Michel Barnier. Mais est-ce que vous avez choisi pour qui vous alliez voter, vous ? Bon, d'abord, à la différence de beaucoup d'autres élus, moi je les connais très bien tous parce que j'y ai travaillé avec eux pendant quelques temps et vous le rappeliez tout à l'heure. Donc j'ai beaucoup d'amitié et d'admiration pour ce qu'ils font. Et je vous le dis vraiment du fond du cœur parce que ce sont des élus engagés, ce sont des élus qui osent se présenter à l'élection présidentielle. Et j'aurai un choix. Mais ce choix-là, je ne veux pas l'exprimer pour la simple et bonne raison, c'est que je suis président de la Fédération de Loire-Atlantique et je tire aussi les leçons de ce qui s'est passé ces dernières années dans ma famille politique, où on a été très marqué par les clans. Les prises de position, les guerres internes. Je me rappelle, et je suis désolé de me rappeler un peu, mais c'est la guerre Balladur-Chirac, plus récemment la guerre Copé-Fillon. Et je ne veux surtout pas mettre en danger cette unité qu'on a réussi dans la Fédération de Loire-Atlantique, qui fait qu'on est la 13e fédération de France, qu'on a plus de 2000 adhérents, parce que justement, on a essayé de conserver cette unité. Donc bien sûr, j'aurai un choix personnel. Parce qu'il y en a qui prennent position. C'est difficile, j'aurais beaucoup préféré. Alors je vais vous dire, il y en a beaucoup qui prennent position. Bien sûr, et j'aurais adoré m'engager publiquement. Mais je ne veux pas vraiment mettre en danger cette unité qui est vraiment très fragile Vous dans n'êtes une pas famille. un de ces planqués dont parle Damien Abad, le patron planqué, c'est pas tellement mon style, des parce députés à l'Assemblée nationale, LR. Non, d'abord je suis pas député, mais au-delà de ça, je pense vraiment que mon engagement, il sera très fort derrière le candidat ou la candidate qui sera désigné le 11 décembre. Il y aura une grande réunion publique porte de Versailles. Et à ce moment-là, bien sûr, je m'engagerai derrière le candidat ou la candidate qui sera désignée. Mais alors, franchement, c'est important de ne pas donner une couleur clanique à la fédération. Alors, même si vous ne voulez pas donner votre choix, est-ce que pour vous, il y en a un qui est plus sarkozyste que l'autre ? J'ai l'impression qu'ils le sont tous en ce moment. Vous savez, sous Nicolas Sarkozy, c'est comme un pain maritime sous lequel il ne pousse pas grand-chose. Et là, c'est très difficile en ce moment de savoir lequel va pouvoir se déployer. Non, mais d'abord, ils ont quasiment tous travaillé, ou même ils ont tous travaillé avec Nicolas Sarkozy, parce que même Philippe Juvin a été dans le même département que Nicolas Sarkozy, dans les Hauts-de-Seine. Donc, ils ont tous travaillé avec lui. Il y a beaucoup d'admiration pour le président qu'il a été. Et donc, de ce fait-là, c'est peut-être pour ça aussi que c'est difficile de faire un choix, parce que ils ont tous été admirateurs, et ils le sont encore, de Nicolas Sarkozy. Alors Laurence Garnier, qu'on a vu dans ce reportage, nous disait quand on l'a rencontrée qu'elle n'avait pas de boule de cristal, que c'était impossible à savoir. Et d'ailleurs, c'est ce que disent la plupart des électeurs ou adhérents les Républicains. Xavier Bertrand, malgré tout, vire en tête dans les sondages, autour de 13-14%. Est-ce que pour vous, effectivement, il y a une réelle inconnue ? Oui, et c'est très vous qui êtes très spécialiste de communication. Non, vous avez raison. Et réelle inconnue pour 2 raisons. C'est que d'abord, justement, on essaye de préserver l'unité. Donc de ce fait-là, chacun a son idée et veut peut-être pas l'exprimer, parce que veut faire attention de ne pas fragiliser cette famille politique. Et puis, sans doute aussi parce que mon sentiment, c'est que chaque candidat arrive à convaincre une partie des militants, et parfois même à renverser la salle. Et on l'a vu, ils sont tous venus à la Baule, comme vous le rappeliez, et souvent, en sortant de la salle, on a l'impression qu'ils ont réussi à remporter 70% des voix. Donc, je pense qu'il y a une vraie hésitation. Et c'est ce qui fait que c'est difficile, parce que c'est une élection interne, et c'est sur un petit échantillon.
Donc c'est très difficile de faire... 150 000 effectivement voilà, adhérents. Et donc vous imaginez bien que faire un sondage sur 150 000 adhérents, c'est quasiment impossible. Donc nous, vous, les observateurs, vous ne le savez pas, et nous, on ne le sait pas non plus, ce qui fait d'une certaine façon le suspense de la démocratie. Vous parliez effectivement de ces adhérents, petit échantillon, 150 000 adhérents, c'est quand même 2 fois plus que cet été, puisque le nombre d'adhérents a beaucoup augmenté en vue de ce congrès. C'est le cas au niveau national, c'est le cas dans notre région aussi. On va voir les chiffres des différentes fédérations. En moyenne, c'est 50% d'augmentation sur les 5 départements, 45% pour le département dont vous êtes le président pour la fédération. On est aujourd'hui à 2400, un petit peu moins de 2300, voilà, 2348, 2400. Qui sont ces nouveaux adhérents ? Beaucoup d'anciens adhérents. Qui reviennent. La preuve, c'est qu'on arrive à l'étiage à peu près, c'est l'étiage de 2017. Alors, ce n'est pas l'étiage de 2006-2007, sous la dynamique de Nicolas Sarkozy, où là, on était encore beaucoup plus nombreux. Mais c'est l'étiage de 2017. C'était 250 000, oui, à peu près. Des chiffres qui peuvent faire rêver toutes les formations politiques aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on le voit bien quand même, ce fait est, c'est qu'on a une multiplication quasiment par 2 ou plus, on le voit dans les chiffres, du nombre d'adhérents. Moi, je vois dans ma circonscription, qui est la 7e circonscription, qui est la première circonscription de Loire-Atlantique, on est 652, ce qui est vraiment important pour une circonscription comme la nôtre, qui est assez grande. Et puis, comme Nantes, par exemple, Nantes, où vous êtes à près de, je crois, c'est 588. Vous voyez, j'ai le chiffre, 588 adhérents uniquement sur Nantes. Donc voilà, on sent que, je dirais, parfois, vous savez, le célèbre citation, quand je m'ausculte, je peux m'inquiéter, mais quand je me compare, je me rassure. Et là, en l'occurrence, on peut se rassurer. Vous êtes d'ailleurs le 2e parti de Loire-Atlantique aujourd'hui, loin devant le PS, 1350 adhérents en Loire-Atlantique. Mais très loin derrière La République En Marche, même si les conditions d'adhésion ne sont pas les mêmes à La République En Marche. On ne paye pas, c'est gratuit effectivement, alors que vous, c'était minimum 30 € par personne pour pouvoir adhérer à votre parti, les Républicains. Est-ce que selon vous, quand vous en discutez, ça c'est au moins quelque chose que vous pouvez nous dire, quand vous discutez avec les adhérents de votre fédération Loire-Atlantique, est-ce que vous avez l'impression qu'ils vont choisir celui qui n'est jamais parti, Michel Barnier, ou qu'ils sont plutôt tendance Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, la gagne éventuelle? Ouais, c'est un vrai patchwork. Et en plus, même par circonscription. C'est-à-dire que vous allez dans le Sud-Loire, vous avez un patchwork qui est à peu près similaire que le patchwork nantais, que le patchwork du nord du département. C'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que chacun a eu une expérience, une aventure avec un candidat et à partir de ce moment-là, va l'accompagner. Il n'y a pas de sentiment de vote clanique, de vote imposé par le haut. Chacun va voter en son âme et conscience. Est-ce que vous avez quand même un pronostic ? Non, ça vous engage pas grand-chose ? Non, c'est pas que c'est pas un problème d'engagement, c'est que je ne peux pas savoir quel sera le résultat et je peux vous assurer que je ne suis pas le seul dans cette famille politique. Alors votre parti, en tout cas, il semble reprendre espoir avec les bonnes audiences des différents débats qui ont pu être constatés sur les chaînes. Notre famille politique revient au premier plan, dit Christian Jacob. Bon, faut pas s'enflammer quand même, parce que quand on regarde les sondages pour la présidentielle, vous restez quand même très loin du duo de tête qui est celui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen, à quasi-égalité avec Éric Zemmour, autour de 12-13% dans l'hypothèse de Xavier Bertrand. Est-ce que, comme le disait le député Jean-Carl Grelier sartois, une fois désigné, vous êtes sûr qu'il va y avoir des intentions de vote et une dynamique qui va s'envoler? Bien sûr. D'abord, l'audience ne fait pas l'élection. Et on l'a vu dans toutes les campagnes présidentielles. En plus, vous le savez très bien, c'est que le candidat leader à cette époque-ci de l'année n'est pas toujours celui qui va arriver le premier lors de l'élection présidentielle. Donc les choses vont se faire de façon, je dirais, tout à fait sereine et en fin de compte avec des dynamiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas un candidat unique pour la droite et le centre. On espère qu'après le 11, ce sera le cas, le 11 décembre. Et je pense que là, à partir de ce moment-là, tout va être chamboulé. Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a des choses qu'on peut constater sur les précédentes élections présidentielles. La première, c'est que les électeurs sont des zappeurs. Les électeurs sont des consommateurs. Fini le temps où on votait en son âme et conscience pour le même candidat quasiment toute sa vie, et ainsi que comme ses parents ou ses grands-parents. Donc il y a un phénomène de changement qui est permanent. On l'a vu pour Nicolas Sarkozy, on l'a vu pour François Hollande, qui n'a même pas pu se représenter. Et je pense qu'il y aura ce même phénomène sur Emmanuel Macron. Donc vous avez toutes vos chances. C'est qu'à un moment donné, les gens peuvent changer d'avis et se dire, voilà, on va essayer quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est aussi une conséquence du quinquennat, où c'est vrai que le mandat est plus court, et ils se disent, on va essayer quelqu'un d'autre,
Parce que ça dure que 5 ans, et puis on verra ce qui se Donc passera. Ça sera sans doute mieux que... Vous n'allez pas me dire le contraire mais en bien même sûr temps. que j'y crois. Mais bien sûr que je crois. Je crois parce que pour une simple et bonne raison, c'est que la France était malheureusement, ou peut-être heureusement, j'en sais rien pour ceux qui nous regardent, mais la France est entre la droite et l'extrême droite. Électoralement, personne ne peut le contester. Elle n'a jamais été autant d'ailleurs. Et elle n'a jamais été autant. Donc, ça sera un candidat de la droite et de l'extrême droite, ou entre la droite et l'extrême droite. Alors, quel sera ce candidat-là ? On verra, on a encore un peu de temps. Mais ça, c'est clair, ce constat-là, il est quasiment pas discuté. Alors, en 2016, notre région avait été la deuxième en France à voter le plus pour François Fillon derrière la Corse. 23,5% pour François Fillon contre 20% au niveau national. Et c'était bien plus sur ces terres sartoises. On va se rappeler de ces chiffres. 39% à Sillel-Guillaume, 45% à Sablé-sur-Sarthe, 60% à Solesmes. Alors, que pensent aujourd'hui les habitants de ces deux communes 5 ans après de l'état actuel de la droite ? Il n'y en a pas beaucoup qui ont accepté de répondre, mais quelques-uns quand même. Regardez leur témoignage recueilli par Kevin Guignou et Kylian Moreau. Ah non, c'est fini, les Républicains. Quand ils auront fini de se battre, on y verra plus clair. Mais moi, je pense que les Républicains, ceux qui ont voté Républicain, vont continuer de voter Républicain. Dans l'immédiat, je dirais que s'il y en avait un qui ressortait, même si c'est pas ma couleur, ce serait plutôt Michel Barnier qui a un passé européen, un passé, je dirais, sans, entre guillemets, casserole, puisqu'on est ici justement sur un territoire où justement quelqu'un a eu des problèmes. Dans les 5 républicains connus, là, qui est-ce qui va être élu? Mais il n'y en a pas un qui a la carrure. Bon, laissons un peu déboussoler ces électeurs de droite de la Sarthe. Est-ce qu'il y a encore un espace entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ? Bien sûr, au contraire, la preuve, ce sont les Républicains. Vous savez, là, à partir du moment où vous n'avez pas un candidat qui a été encore désigné, vous n'avez pas de dynamique vraiment réelle autour de ce candidat-là. Vous prenez la comparaison avec François Fillon. François Fillon avait été désigné. Et il y avait une dynamique. Après, il y a eu les événements qu'on a connus. Mais en tout cas, cette dynamique-là, elle est réelle. Lorsque vous êtes désigné par votre famille politique, c'est tout l'exercice qui est en train de faire cette famille politique. Sauf que cette famille politique, elle s'est divisée cette semaine. Renaud Muselier, le patron de la région PACA, qui a quitté les Républicains, il avait apporté, je résume rapidement, son soutien à Xavier Bertrand, qu'il l'a refusé parce qu'il avait critiqué Éric Ciotti, si vous me suivez. Voilà. Franchement, tout ça, ça fait les affaires de vos opposants, et notamment d'Emmanuel Macron, c'est bisbilles. Mais vous savez, dans les formations politiques, rien ne se passe de façon linéaire. Mais ça montre bien le problème de la ligne, quand même. Est-ce que vous soutenez Xavier Bertrand qui refuse le soutien de Renaud Muselier en disant « j'apporte mon soutien » et Éric Ciotti est mon ami. Quand on est candidat, il faut toujours être au maximum rassembleur, ce qu'a été Nicolas Sarkozy lorsqu'il a voulu créer une dynamique en 2006-2007 autour de lui. C'est ça toute la difficulté, mais vous n'y arrivez pas toujours. Parce que chacun vient avec son histoire, avec ses idées, mais etc. est-ce qu'il ne faut pas condamner fermement la position d'Éric Ciotti, qui Renaud Muselier le dit, flirte avec l'extrême droite? Moi, je déteste les condamnations, les sanctions, les exclusions. Une famille politique, elle est là pour essayer de rassembler avec des idées différentes. Mais c'est normal. Quand vous voyez le panel qu'offre cette élection interne, c'est normal. Il y a des gens qui pensent différemment, tout en ayant... faisant partie de la même équipe de France. Et c'est une très belle équipe de France que l'on voit en fin de compte depuis ces dernières semaines. Franchement, on a des gens jeunes, des gens qui ont de la capacité à connaître les affaires de l'État et des gens qui ont envie de réussir et de gagner. Là aussi, je suis désolé, mais je ne vois pas beaucoup de formations politiques qui peuvent aligner autant de capacités. Rapidement, il nous reste 30 secondes. Est-ce que pour vous, Xavier Bertrand, quand il est venu à la Baule, il disait « si nous ne gagnons pas cette présidentielle, nous disparaîtrons ». Vous avez ce même verdict en Je ne crois pas, non, mais on va gagner cette élection présidentielle et on va justement être très fort pour les années à venir parce que notre pays a besoin d'être gouverné à droite. Merci beaucoup Franck Louvrier d'avoir été mon invité pour ce dimanche en politique, et je précise que le prochain et dernier débat des candidats Les Républicains, il sera sur France Télévisions, sur France 2, ce sera ce mardi à 21h. Merci beaucoup. La semaine prochaine, parole aux maires ruraux dans Dimanche en politique. Négligés en début de mandat, chouchoutés après la crise des Gilets jaunes, ils espèrent être cette fois vraiment entendus et peser sur la présidentielle. Et puis on va se terminer avec cette phrase qui est la vôtre: ce n'est peut-être pas à la Baule que tout se décide, mais c'est ici que tout se passe, vous l'avez dit, et on verra bien dans la suite de la campagne. Merci à vous. Excellente journée sur France 3.